Et si on poussait la porte des ateliers de ceux qui font le cinéma? On parle souvent d'industrie culturelle avec ses chiffres et ses paillettes, et pourtant, fabriquer un film relève souvent de l'artisanat. Je suis Émilie. Vous écoutez Présence. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les images, réalisateurs, artistes ou techniciens. Je vous invite à découvrir avec moi leur univers, leurs outils et leurs secrets de fabrication. Aujourd'hui, je vous emmène au Motion Lab rencontrer Joachim Hérissé. Joachim est réalisateur de stop motion, cette technique magique où on anime la matière image par image. Son prochain film, La Robe Peau, vient d'être sélectionné au prestigieux festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et vous pouvez d'ores et déjà le visionner sur arte.tv. Vous écoutez Présence. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous sommes au Motion Lab. Je suis en compagnie de Joachim Hérissé qui a réalisé le film La Robe Peau qui sera diffusé au festival de Clermont-Ferrand. Bonjour, Est-ce que ça va bien? ça va très bien. Quand est-ce que tu as eu l'idée de ce film? Alors ce film, j'ai eu l'idée après avoir fait mon premier film, Écorché, tout de suite après. J'avais mis très longtemps à le faire. Écorché, ça m'a pris 10 ans en fait, des premières écritures, à la sortie du film. Et en fait, comme le film a quand même assez vite marché, et que j'avais été très seul pendant 10 ans, je me suis dit: «Ah, finalement, j'ai réussi mon coup et il faut absolument que je continue dans ces écritures, de contes, macabres». Disons que j'avais encore beaucoup de choses à dire, dans ces sujets d'angoisse liés au corps. Écorché, c'est sorti quand? Écorché, c'est sorti en 2022. En 2022? Ouais, c'est ça, ça a été livré, à Arte en janvier 2022. Qu'il a commencé sa carrière en festival, à l'été 2022 jusqu'à l'été 2024. Il y a eu 2 ans, 2 ans d'exploitation en festival, à peu près. D'accord. Donc tu as commencé à travailler sur La Robe Peau en parallèle de l'exploitation au festival? Ouais, Ouais. et au fait, en vérité, plus que, seulement sur La Robe Peau, en fait, j'ai commencé par écrire, plusieurs contes. En fait, j'ai, carrément demandé des aides à l'écriture pour une collection de contes, macabres. Donc j'en ai écrit plein. Ah génial! Effectivement, j'ai vu les 2 films, Écorché et La Robe Peau. On voit que tu explores un petit peu les mêmes thèmes et on a presque l'impression que les 2 films se passent dans le même univers. Exactement. En fait, j'ai commencé à écrire mes contes macabres, donc j'en ai écrit, 7, 6 ou 7. J'ai commencé à coécrire parce que j'ai senti que toutes mes premières, pistes, toutes mes premières idées étaient quand même un petit peu focalisées sur le corps masculin, et je me suis dit: «Ah, ce serait intéressant d'aller chercher une co-scénariste pour pouvoir, sentir si les angoisses liées au corps, se rejoignaient ou si elles étaient différentes». Donc j'ai commencé à écrire, avec Emma Degout, qui est une scénariste de métier, avec qui j'avais déjà travaillé. Elle avait travaillé comme script doctor sur des scénarios à moi, et puis comme ça s'était très bien passé, je lui ai proposé ça et on a construit ensemble, ces contes macabres. Donc j'ai commencé à construire ça, et après s'est posé la question forcément de la diffusion, de la production. Hem, c'est extrêmement difficile de produire des séries parce que donc c'était l'idée d'une série, hein, d'une collection, d'une série d'anthologie, une collection de contes macabres. Mais pour trouver des diffuseurs, sur ce type de série, c'est extrêmement difficile, voire impossible. On est toujours dans l'idée de trouver un diffuseur pour, ce projet de série, de collection, mais c'est très difficile, de trouver des diffuseurs. Donc après, il y avait aussi l'idée, peut-être de faire des mini collections de 4-5 épisodes pour pouvoir faire long métrage, ou des collections qui seraient, diffusées en salle de cinéma. Ça se fait beaucoup en animation jeunesse. Donc il y a cette idée-là, de la faire en collection adulte. Et donc, très vite, je me suis dit: «Ah, il faudrait que dans ces mini collections, je reste dans le même, univers». Et aussi parce que, comme j'explorais les mêmes, angoisses, les mêmes thématiques, je gardais le même, univers visuel, j'ai continué à travailler. J'ai voulu rester dans ce bayou. C'est comme si j'entrais dans une espèce d'espace mental,
Je l'avais pensé écorché comme ça, on entrait dans un espace mental, je figurais un peu le cerveau là, mon cerveau en l'occurrence, par ces filaments, par ces mousses espagnoles là de textile et on entrait dans un univers mental, donc je voulais rester dans cet univers mental. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, avec les barques qui passent, un peu comme des pensées. Ça Ouais, fait un peu ouais, peur. ouais, Ouais. ouais et ça s'est fait comme ça. De toute façon, je voulais garder, c'est des écritures qui se réfèrent beaucoup aux rêves. J'essayais de sortir, d'écrire des rêves. Donc forcément avec des fois des choses qui viennent, de manière inconsciente et je voulais pas les gommer. Donc c'est vrai que la barque, elle est revenue très vite, la rivière aussi, donc j'ai voulu les conserver. Donc j'ai construit comme ça ce point de repère entre tous mes contes macabres, ça va rester la rivière, certainement la barque. C'est pas encore sûr, hein. Et du coup, pourquoi l'univers des contes macabres? Pourquoi les contes macabres? Parce que c'est des univers, moi j'aime beaucoup les choses très sombres, voilà, que ce soit en littérature, en cinéma, j'aime beaucoup ça, en musique aussi, j'aime beaucoup, Brel par exemple, je trouve que c'est des ambiances très tristes, très sombres, mais qui me font du bien. OK. Voilà, donc je vais assez loin dans la noirceur, parce que ça me fait du bien. J'essaye d'aller chercher quand même la poésie dans des sentiments, peut-être des pulsions humaines qui sont pas forcément très belles, mais d'arriver quand même à dégager de la poésie de ces trucs un peu dégueulasses. Et pourquoi la technique du stop motion? Pourquoi le stop mo? Alors parce que j'ai assez tôt, été fasciné par le stop mo. En fait à 18-19 ans, heu, dans un petit cinéma, dans ma cité universitaire à 19 ans. Il y avait un ciné-club et qui projetait des films, slaves de stop mo. Sven Meyer, Gary Bardin, des réalisateurs comme ça qui m'ont complètement fasciné. J'ai d'abord découvert le stop mo par ça. Je connaissais forcément, la stop mo un peu plus mainstream, américaine ou anglaise, mais là j'ai découvert, une stop mo où la matière, racontait des choses et ça m'est resté. Je faisais déjà beaucoup de 3D, donc j'ai continué à faire de la 3D, mais j'ai déjà changé ma façon de voir la 3D déjà à ce moment-là. J'ai essayé de faire beaucoup de choses, avec des rendus, assez tradis en 3D et puis, à un moment donné, je me suis dit: «Mais arrête, fais de la stop mo, directement» et après, sur ces contes macabres en particulier, je suis venu à la stop mo, pas forcément dès le début. Au début, j'ai travaillé avec des illustrateurs, c'était plutôt 2D, et puis après j'ai senti que c'était le textile parce que ça me rappelait beaucoup mes images, mes sensations, de corps, alors surécorchés, de corps écorchés, hein. J'étais fasciné par les écorchés de Fragonard, par des peintures des expressionnistes, qui traitaient de ces thématiques de corps écorchés et j'ai senti que le textile était vraiment, le matériau idéal pour exprimer. Oui, puis ça fait quelque chose de plus, de l'ordre de la sensation, physique. Quand Ouais. je travaille avec du vrai textile, Physique et puis la fibre textile me rappelait la fibre musculaire, Ouais. et j'ai eu ce déclic avec une amie qui travaille le textile, Virginie. C'était au moment où je cherchais, en fait l'histoire d'écorché, je l'ai eu assez rapidement. Le scénario était assez rapide à écrire, mais visuellement, ça a été très long de trouver vraiment le truc et c'est avec cette, copine-là qui travaille le textile où tout d'un coup on s'est dit: «Ah ouais, mais ça pourrait être le textile» et donc c'est pas elle qui a fait les marionnettes, mais après je suis allé, faire des recherches sur des sculpteurs et sculptrices textiles et je suis tombé sur le travail d'Aline Bordereau et quand j'ai vu son bœuf écorché, parce qu'en fait c'est la première de ses œuvres qu'on voit sur internet, qui rappelait d'ailleurs les peintures de Soutine par exemple, j'ai fait: «Mais bon sang, mais il faut absolument que je travaille avec elle». Qui a eu une importance, cruciale parce que c'est vraiment avec elle que j'ai réussi à basculer, dans une écriture visuelle, cohérente quoi.
Je fais une toute petite aparté. Je ne sais pas si tu as vu cet été l'exposition au lieu unique. C'était une exposition d'art textile. Et en fait, ça me fait penser à ce que tu dis parce qu'en fait, l'artiste est la première personne au monde à avoir fait une thèse sur le design textile. Et elle a inventé une technique de tissage qui se rapproche de la fibre musculaire. Ah, trop bien, mais Ouais. j'ai pas vu. Et c'était, enfin, j'ai pas eu l'occasion d'aller la voir, l'expo, malheureusement. Mais par contre, j'ai lu tout ce que j'ai pu dessus parce que je trouvais que son travail était hyper intéressant. Et son nom m'échappe, mais je te retrouve. Ouais, si tu peux me l'envoyer. Ouais, c'est parce que c'était chouette. Elle recrée des enveloppes corporelles, des choses comme ça. Enfin, Ouais. voilà. Bah, c'est vrai que je suis très attiré par tous ces artistes textiles. Il y en a beaucoup, de plus en plus. C'est à la Halle Saint-Pierre où il y a souvent des artistes exposés là-bas, des artistes textiles. Il y a des complètement incroyables. C'est vrai que c'est chouette. Voilà, fin de ma petite aparté. Par rapport au stop motion et à ton travail d'écriture, est-ce que la technique, tu as un petit peu déjà répondu pour écorcher, mais est-ce que la technique du stop motion, elle influence ton écriture dans le sens où tu vas modifier des choses dans ton scénario ou tu vas te permettre des choses du fait que c'est du stop motion dans ton histoire? Ouais. En fait, ça s'est fait de manière très empirique sur Écorché, dans ma relation avec Aline. Mais Aline est arrivée un peu tard sur Écorché. J'avais déjà quand même le scénario. Donc il n'y a pas eu forcément tant d'influence que ça. Mais par contre, après, dans l'écriture des Contes Macabres, j'ai très vite, tout de suite intégré Aline dans mes écritures. C'est-à-dire que, pour résumer, je commençais donc avec Emma, hein, on commençait à écrire des tout petits synopsis, des résumés, où il fallait vraiment qu'on trouve une idée choc, quoi, un concept. Il fallait avoir un twist final, enfin un truc, une petite histoire d'horreur impactante. Et dès que celle qu'on a sélectionnée ensemble avec Emma, tout de suite, je les ai envoyées à Aline et elle a commencé ses marionnettes là-dessus. Et après, ces marionnettes m'ont nourri moi pour développer l'histoire. J'avais compris sur Écorché que c'était essentiel, ça, que je commence pas à écrire tout mon scénario et puis que je donne le scénario à Aline et qu'elle fasse ses marionnettes. Il fallait que je m'imprègne de ces univers pour écrire. Il y en a un où il y a eu vraiment, en tout cas dans mon souvenir, un impact énorme, c'est Glabre, l'histoire d'un homme qui supporte plus ses poils, qui se les arrache, qui va chercher très profond dans sa chair pour se les arracher là. Et en fait, il rêve, enfin il se transforme en bête dans le film. Donc il y a forcément l'idée du loup-garou, hein, du lycanthrope. J'en parlais avec Aline et elle a fait un monstre qui a pas grand-chose à voir avec un lycanthrope. D'ailleurs, elle en était un peu désolée. Elle disait: «Ah, je suis désolée, je lui ai pas fait de crocs et tout pour déchiqueter les chairs». Je dis: «Mais non, mais c'est pas grave, parce qu'il a une énorme bouche sans crocs». Et justement, ça m'amenait, moi, à changer, à sortir du cliché d'une certaine façon. Voilà, il avait plutôt une bouche, donc il ne mordait pas les chairs, il les aspire maintenant. Donc ça devient quelque chose de tout à fait différent. Donc je me suis, oui, pour le coup, vraiment inspiré des marionnettes d'Aline pour construire nos scénarios. Et donc, tu l'as dit pour écorcher, c'est 10 ans de travail parce qu'il y a eu une grosse phase de recherche, une grosse phase d'écriture. Une grosse recherche, en fait, c'est le financement le plus long. Le plus long. Et sur la repos, c'était combien de temps à peu près de travail, si tu arrives à estimer Ah ben, de la même façon, la repos peut-être le plus long, c'est d'aller chercher des financements, parce qu'on fonctionne avec des financements publics. Et le temps de monter un dossier, de le déposer, d'être sélectionné, de passer les premières étapes de présélection, puis après en jury, souvent d'être calé, mais d'avoir une aide à la réécriture, puis de pouvoir redéposer, c'est extrêmement long. En fait, c'est ça qui est assez frustrant dans la création d'un film. Mais sinon, si je dois associer vraiment le temps de fabrication, si j'avais tout le pognon dès le début, il me faudrait 2 ans 2 ans. pour faire un court-métrage. Ok.
Et est-ce que ce temps est lié à la technique? Le fait que ce soit du image par image, fabrication des marionnettes, tout ça? Il est, oui, en partie lié Ouais. par la technique, mais l'animation de manière générale, il faut compter du temps de production, c'est assez important. Là, la repos, la fabrication, c'est assez important aussi. La fabrication s'est faite, en novembre, décembre, janvier, et le tournage, s'est fait de mars à juillet, 4 mois, 4-3. Donc on va dire en fabrication, tournage, en 7 mois, ça peut être, fait. Mais avant ça, il y a le travail sur l'animatique. Ça me prend beaucoup de temps parce que je travaille seul, donc je fais mon film en amont et que là, ça me prend forcément du temps, quoi. Et dans ce temps-là, tu comptes la post-production aussi? Ouais. C'est aussi moi qui m'y colle. Je fais tout le compositing, mais comme je suis sur une stop mo à l'ancienne où, j'essaie d'avoir le moins possible de compositing, là, j'ai réussi sur la repos à quasiment faire le compositing en même temps que le tournage. D'accord. Voilà. Et les plans se tournaient et moi je gommais les rigs, au pendant que les autres, les plans suivants se tournaient, quoi. J'ai réussi à la fin du tournage à avoir quasiment mon compositing terminé. Qu'est-ce que c'est, je gommais les rigs? Je gommais les rigs, oui, pardon, Non, il y a pas de mal. c'est le verbiage, stop no. En fait, au tournage, on a, des marionnettes, sur certaines animations, on est obligé de les maintenir avec des bras articulés, ce qu'on appelle rigs, qui peuvent se voir, à l'écran, et donc on est obligé de les gommer. OK. Voilà. Donc il y a un peu de travail de gommage. Ça dépend comment on soutient la marionnette. Des fois, on peut la soutenir par, dessous. On visse, ses pieds, au sol, donc elle tient debout et à l'image, on voit pas d'artifice. Mais parfois, quand une marionnette saute, par exemple, on est obligé forcément de la maintenir avec un bras articulé. Et ce bras, des fois, on essaie de le cacher pour que dans le cadre, on le voit pas, mais souvent, on a des trucs à gommer, quoi. OK. Je crois que j'ai vu sur ton compte Instagram à un moment donné, dans la repo, le personnage porte Ouais. et je crois que sur ton compte, tu as mis je sais plus si c'est une petite vidéo ou une photo où on voit un bras articulé qui Ouais. tient, voilà. Ouais. Donc c'est bien ça. Comme ça, il y a quand même du travail. C'est pas beaucoup de travail, hein, parce que on fait ce qu'on appelle une clean plate, c'est-à-dire le décor sans personnage, à nu, éclairé, et puis après on a notre animation. Donc enfin voilà, après on efface un petit peu, on retrouve le fond, neutre, et c'est plutôt amusant d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est assez sympa à faire. OK. Ouais, et puis du coup, ça, vu que c'est de l'image par image, tu en as beaucoup. Ouais, après Ouais. on a des outils Ouais. avec After Effects, Ça revient, ouais. on a des on peut faire bouger des masques qui nous permettent, de pas faire image, donc d'être assez rapide. OK. Super. À la louche, vous étiez combien de personnes à travailler sur le projet? À la louche, on était assez nombreux. Alors, sur la fabrication, qui s'est fait, au studio Personne n'est parfait à Rennes, j'avais fait en fait, mon premier film écorché, heu essentiellement là-bas, le tournage et la fabrication. Et là, donc on a fait le tournage au Motion Lab, mais la fabrication est restée, à Rennes parce que j'ai eu aussi la subvention de la région Bretagne. Et là, il y a eu pas mal de monde parce que, c'est tombé au même moment qu'un long métrage en préparation, et donc il y a plein de copains, qui sont venus, mais très peu de temps, donc ça s'est fait avec, une bonne dizaine de personnes. Fabrication de décors et marionnettes, on va être 10 à 15 personnes, et puis le tournage, on était, 7 ou 8. OK. Donc ça fait quand même des équipes un peu Ça costaudes. fait quand même des équipes, ouais. 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 Et pour écorcher, c'était à peu près le même nombre de personnes? Ou Alors, tu es plus seul, parce que j'étais tu plus seul. Ouais. Sur Écorché, j'ai commencé les décors, avec ma chérie, tous les 2, c'était pendant le confinement. J'étais parti pour, faire beaucoup de choses tout seul, parce qu'on manquait de financement, et puis pendant le confinement, on a eu une subvention qui est tombée, la plus grosse du CNC, donc ça a un peu changé les planètes se sont alignées à ce moment-là, et ça m'a soulagé de beaucoup de choses. Trop bien. Et du coup, tu as
Les compétences en art plastique, en fabrication de maquettes, c'est des choses que tu as apprises ou, en faisant? Ou est-ce que c'est des choses que tu as eu une formation pour ça avant? Non, j'ai eu aucune formation et je suis autodidacte, hein. J'ai pas fait du tout d'école, de cinéma, d'art, rien. Mais j'ai toujours touché à tout depuis tout petit, en fait. J'ai toujours aimé, écrire des histoires, filmer, prendre des photos, bidouiller, bricoler. Donc en fait, la stop mo aussi m'attire beaucoup pour ça. On on a besoin d'avoir plein de cordes à son arc et de passer d'une chose à l'autre, très rapidement. Et ça me plaît beaucoup. On Mmh. reste jamais, au même endroit. Ouais, c'est intéressant pour ça, cette technique, enfin moi ça m'a toujours, fascinée le stop mo. Je trouve ça vraiment, arriver à faire bouger comme ça des choses, faire ses maquettes et tout, enfin bref, je fais ça. Moi je viens des arts plastiques, donc je les donne les douilles. On revient un peu aux origines du cinéma en stop-mo, c'est-à-dire on va il faut pour faire un film, il faut des compétences multiples et en stop-mo, comme on est obligé quand même de restreindre les équipes, voire, de le faire tout seul, en tout cas au début, il faut pouvoir, voilà, travailler un petit peu le son, v voir la musique, pour construire son animatique, commencer à construire son film et se dire de toute façon à un moment donné, il faudra peut-être que je fasse mon film tout seul. Si je trouve pas les subventions, il faut que je puisse le faire tout seul. Donc il faut forcément multiplier, ses compétences. Les casquettes. Alors voilà, je suis un peu, moyen en tout. C'est pour ça que je suis réalisateur. Voilà, je suis pas un excellent, technicien, pour faire des décors, pour faire des marionnettes. Peut-être le seul point sur lequel, techniquement, je suis pas mal, c'est l'animation, parce que j'étais animateur 3D. Encore que j'ai pas fouillé assez certainement pour devenir un grand animateur, mais on peut pas tout faire. Donc je suis resté comme ça, voilà, à être un peu, touche à tout, moyen en tout, mais qui peut à la fin, quand même, si je me dis: «Bon là, j'aurai pas les financements, il faut que j'anime ces plans, je les animerai». Ce sera moins bien fait, mais ce sera fait. OK, bah super. Du coup, ça veut dire, de toute façon le projet il naîtra quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, ouais, c'est Voilà. ça, ouais. Donc bah c'est une belle philosophie de vie. Il y en a plein qui baisseraient les bras parce qu'ils ont pas leurs subventions et voilà. Ouais, ça permet aussi, je pense, d'avoir un travail en équipe assez équilibré parce que, souvent je me dis, voilà, quand je dois valider un plan, ça fait partie des choses, pour le valider. En début de tournage notamment où, comme on a fantasmé son film, Mmh. pendant des années, forcément les premières images, ouais, on peut être déçu aussi parce que le propre du fantasme, c'est qu'on n'arrive jamais tout à fait à le réaliser et à chaque fois je me dis: «Ah, c'est pas tout à fait ça, mon fantasme, mais est-ce que j'aurais pu, faire mieux? Non, paf, allons-y». Allez, c'est bon, on va laisser peser. Ouais. Bah tant mieux, c'est chouette. Et donc tu as travaillé surtout avec des personnes, de la région Pays de la Loire et un petit peu de la région Bretagne? C'est ça. Grosso modo, c'est que du local? Quasi que parce que, il y a 2 animatrices, de Rhône-Alpes OK. qui sont venues de Valence. Parce qu'en fait, on avait déposé un dossier, de demande d'aide à la production en Rhône-Alpes, puisqu'on a un établissement en fait de notre société de production en Rhône-Alpes. Donc il fallait que j'embauche, des techniciens rhône-alpins et rhône-alpines, ce qu'on a fait. Donc elles sont venues ici, c'était super d'ailleurs. Mais on n'a pas eu l'aide. Ouais. Mais on était très contents de travailler avec Marjo et Héloïse. OK. C'est quoi leur nom de famille? Je dis, Marjolaine, Parotte et Héloïse Pétel. Marjolaine, c'est un peu une star de l'animation, stop mo, hein. C'est même pas qu'un peu. Je dirais que c'est quasiment la plus forte d'entre nous, qui a bossé sur tous les longs métrages, de Wes Anderson et consorts et Burton, tout ça, donc c'est une tueuse. Donc c'est ça aussi, c'est que j'ai eu la chance d'être entouré par Mmh. que des super talents, donc c'est juste un bonheur, hein. Ouais, tu peux te reposer sur eux et Ouais, bah oui. ça, c'est trop chouette.
D'accord. Et donc, on n'a pas parlé du Motion Lab. Non. On a dit qu'on était là, mais on n'a pas dit ce qu'est le Motion Lab. Et donc, du coup, tu as tourné ici, au Motion Lab? J'ai tourné ici, c'était un bonheur absolu parce que, donc, comme je disais, alors moi j'étais à Paris, j'ai monté ma société de production à Paris, commencé à développer mes projets dont Écorché à Paris. Mhm. Et puis, j'ai déménagé à Nantes. Les choses se sont débloquées, mais à Nantes, il y avait rien. Enfin, moi, je connaissais personne. Donc, au fait, je me suis rapproché de Rennes, très vite. J'ai tourné mon film là-bas et en revenant à Nantes, avec ma dépression postpartum là, d'avoir fini mon film, de me dire: «Oh bon sang, pendant 3 ans maintenant, je vais être tout seul à Nantes», j'ai cherché des copains. Je les trouvais assez rapidement, dans le quartier par l'école, en fait. Charles et Vanessa, avaient leurs enfants, à la même école que mes enfants. Donc on a commencé à parler stop mo, eux fricotaient un peu avec la stop mo dans leur film et ils m'ont dit: «Bah, viens voir, on est aux Mines de Rien», donc les anciens frigos du, marché, d'intérêt national, à Nantes, dédiés aux industries culturelles créatives et ils faisaient des visites de frigos pour, les artistes, et on a commencé à visiter les frigos et on s'est dit: «Mais c'est incroyable, en fait, il faut absolument pouvoir, rentrer dans ces frigos» parce que c'était parfait pour, faire de la stop mo. Des un lieu idéal. Donc on a monté une asso assez rapidement, essayer de trouver un équilibre, économique parce que, c'est la Samoa qui loue ces espaces et il faut quand même avoir un projet, un peu costaud. Donc on a réfléchi à un système, économique, en gros, qui repose sur 3 piliers, l'éducation à l'image avec les écoles, la formation professionnelle qui était, importante aussi parce qu'il fallait pouvoir former des techniciens, à Nantes et en Pays de Loire pour pouvoir, dépenser les sous, donnés par, la région pour les films, ici, avec des techniciens, locaux. Et comme il y a quand même énormément de compétences, dans le spectacle vivant, le cinéma, les machines, on savait très bien qu'en faisant des formations, d'1 mois, on pouvait en fait former des techniciens, à la stop mo assez rapidement. Voilà, donc il y avait, éducation à l'image, formation et puis accueil de tournage avec, pour moi, de manière très perso, un objectif, c'était de pouvoir faire, tourner, mon prochain film ici et en fait, tout s'est, très bien articulé pour pouvoir faire ça. Donc le lieu, a bien progressé, pour avoir, en tout cas pour ma part, ouais, cette espèce d'aboutissement de pouvoir, tourner un film ici et puis après, dynamiser et permettre de communiquer, c'était pas le premier film qui avait été tourné ici. On avait déjà tourné, Signal, un film produit, par Vivement Lundi justement. Donc on a noué une relation avec les sociétés, bretonnes qui nous permettent voilà, de voir un avenir plutôt radieux, j'espère. Du coup, tu m'as pas dit, ça fait combien de temps que le Motion Lab existe, à peu Alors, près? Motion Lab, ça fait 3 ans. 3 ans? Ok. Et du coup, il y a déjà eu deux films, donc le tien, celui de Signal de Vivement Lundi. C'est ça. Il y a eu d'autres films dedans, tournés pour l'instant ou pas Non, encore? Après, il il y y a a eu pas des mal de teasers. formations, des teasers Voilà, aussi. le teaser de Club Michel qui est un projet, de série, produit par ma société de production. Ok. Heu et puis, un générique, le générique de première page, une série France Télévisions qui a été, produite, chez l'Incroyable Studio. Le générique a été tourné en pixelation et donc il a été, tourné ici. C'était le tout premier tournage, je pense. On avait accueilli aussi un jeune réalisateur quand même, Arthur, qui faisait partie de cette collection première page qui a tourné son film ici. Ok. Faut que j'en oublie, tu vois? Donc là, La Repo a été sélectionnée au Festival de Clermont. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour le film, pour son évolution, pour Bah, ça change tout. Ouais. Alors, clairement, moi, je connaissais ce festival, hein,
depuis toujours. Dès que j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel et cinéma, on me parlait de ce festival qui est le plus gros festival de court-métrage du monde. Mais j'ai mesuré son importance quand Écorché a été sélectionné là-bas. Et quand il a eu un prix là-bas, le prix de la meilleure animation francophone, ça a complètement boosté le film. En fait, il avait déjà une carrière honorable en festival, mais le fait d'avoir été sélectionné à Clermont, et certainement le prix aussi, mais déjà la sélection, c'est énorme. Tous les festivals du monde regardent Clermont. Donc en fait, après, il a été pris dans un nombre de festivals complètement démentiel. Donc, et en plus, c'est un super festival. C'est-à-dire, c'est pour moi le seul, j'en ai pas fréquenté beaucoup, parce que je me déplace pas beaucoup, je reste beaucoup dans ma grotte. Mais c'est le seul où je me suis dit, bon sang, c'est incroyable, cet amour du court-métrage. C'est vraiment la grand-messe du court-métrage. Donc je voulais, et puis les gens sont super, enfin, on n'a pas du tout les dérives qu'on peut avoir dans le cinéma de long, des festivals comme Cannes, par exemple. On reste dans un milieu d'amateurs, dans le sens noble du terme de cinéma, quoi. Donc je voulais absolument que la repo... Enfin, quand la distributrice m'a dit quel festival tu vis pour la première, j'ai dit bah Clermont, quoi. Si ça peut faire une première à Clermont, ce serait magnifique. Donc c'est énorme en fait. Et moi, ça me soulage beaucoup parce que j'étais quand même je suis très attendu sur ce deuxième film. Et comme je suis vraiment pas sûr de moi, j'hésite beaucoup. Je me dis bon sang, mais voilà, qu'est-ce que ça vaut ce nouveau film? Bah là, il y a une première validation de dire: «Bon, je me suis pas trop loupé». Bah ouais. Et en plus, ça peut aussi t'ancrer dans un style, tu vois. Le premier, ça aurait pu être un coup de chance. Ouais. Tandis que là, le deuxième, bah du coup, comme déjà, il est déjà sélectionné. En plus, bon, après, je sais pas si je suis qui je suis pour dire ça, mais il est très très chouette aussi. Donc du coup, ça t'ancre dans un style un peu reconnaissable. Et tu vois, Ouais. ah, ce film, Les Deux Joachim Hérissé, ça se reconnaît, tu vois. Oui, alors ça, ça fait partie de mes Ouais. angoisses aussi, hein. Ah ouais? Je te le cache pas. Parce que, heu, alors je voulais vraiment continuer à explorer cet univers, Ouais. mais c'est un univers fermé. Je sais que, heu, je vais pas enfin, cette collection, elle fait peut-être 5-6 films, mais pas plus. OK. Et après, j'ai beaucoup d'autres univers très différents. Donc c'est très bien et je comprends, hein, qu'on attende sur les mêmes univers. C'est vrai il y a beaucoup de réalisateurs que j'aime, qui restent cantonnés à un univers, mais c'est vrai que moi j'en ai d'autres que j'aimerais développer et j'espère que ça me fermera pas de porte, quoi. Ah, mais d'un autre côté, ça fera il a su se renouveler, Oui. voilà. Mais en tout cas, après c'est aussi à double tranchant parce on va forcément comparer le deuxième au premier, disant: «Mais voilà, il est dans le même univers, mais c'est quand même un peu moins bien que le premier». Des Non, mais tu vois, il y a un truc comme ça. Mais au financement, j'ai eu des soucis avec ça. Dans les commissions de sélection, pour les aides à la production, on m'a sorti ça, j'ai pas réussi ça a été dur à financer, mais comme Écorché, hein. Et quand on m'a dit, dans une des commissions: «Bah non, il est quand même, moins, bien construit qu'Écorché», alors qu'Écorché, j'avais eu des claques dans la gueule, de la même façon. Je me suis dit: «Bon, ça va être difficile là». Mais mais c'est comme ça. Après voilà, c'est le jeu, il y a énormément de talents, de projets géniaux. Je fais partie maintenant aussi de ces com de je suis membre du jury dans ce genre de commission. Je comprends aussi que c'est extrêmement difficile parce on a à on a énormément de projets, à lire, qu'il y en a plein de biens et qu'à la fin on est obligé Faut choisir quoi, être ou ouais, de recaler des films hyper costauds, mais qu'il faut choisir. Tout à l'heure, tu disais que quand tu es arrivée à Nantes, tu connaissais personne dans le milieu du cinéma. Aujourd'hui, donc au niveau du maillage, de l'écosystème régional de l'audiovisuel, donc tu fais partie du Motion Lab, tu fais partie d'autres associations? Ouais. Oui, je fais partie de
De la plateforme, donc le pôle audiovisuel, ligérien. Je fais partie aussi d'une Novenarium. Voilà, ce projet, ce consortium pour les nouveaux auteurs, pour favoriser les nouveaux auteurs, les nouveaux récits en Pays de Loire. Ouais, ça faisait partie des choses que je voulais faire en sortant de Paris, hein, moi. Paris, c'était de l'ordre de l'impossible de s'engager dans la vie de la ville. À Nantes, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. C'est pas forcément très facile. Mais c'est intéressant, voilà, de voir la dynamique qu'on peut avoir à Nantes. OK. C'est aussi pour ça que je suis venu, qu'on est venu à Nantes. On savait très bien que c'était une ville dynamique et qui avait, voilà, un vrai potentiel. Dans le cinéma, c'était pas forcément une région, je parle pas de la ville, et même la ville, hein. Une région et une ville, très enfin, voilà, qui soutiennent fortement le cinéma et l'audiovisuel et l'animation en particulier. Mais il y avait quand même beaucoup de choses à construire, ce qui est en train d'être fait. Voilà, il y a une construction, ça se fait petit à petit, mais je sens quand même qu'il y a une marge de progression qui est énorme. Mmh. On a des outils, en fait. On a le Motion Lab, ça part d'un lieu et ce lieu, il est extraordinaire. Moi, c'est vrai que pour avoir travaillé dans d'autres lieux en stop-mo en France, c'est incroyable, en fait. On est en plein cœur de ville avec des espaces démentiels. On pourrait accueillir des longs métrages ici. C'est fou. Les conditions de travail sont énormes. Il faut qu'on arrive à convaincre les élus de la région, de la ville, que cet outil, il est juste formidable, que si on a un peu plus de soutien de leur part, on peut attirer toute la France à nous, la France de stop-mo. Et de l'animation aussi, enfin voilà. On sait que c'est des décisions politiques, de toute façon, qui font basculer les choses dans les régions. On sait, la région Hauts-de-France, c'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est Xavier Bertrand, tout d'un coup, qui a dit: «Allez, vas-y, on y va», et Picta Novo, c'est devenu un outil complètement fou. Toutes les boîtes ont déménagé enfin, ou ont créé une succursale à Roubaix ou à Lille. Pareil en Auvergne-Rhône-Alpes. On sent que c'est des décisions politiques qui dynamisent la culture en général, le cinéma en particulier. Oui, puis on voit aussi que les acteurs du coin, ils se regroupent, ils ont envie de monter, de travailler ensemble, de faire en sorte que, de rendre tout ça possible. Alors c'est vrai qu'un soutien politique, ça nous aiderait beaucoup à. Ça nous aiderait, et puis moi j'ai découvert à Nantes, qu'en fait qu'on était très nombreux à être passés par Paris, à avoir des compétences techniques assez folles, que ce soit en 3D, en 2D, enfin voilà, dans beaucoup de domaines de l'animation et du cinéma, on a des compétences folles. Je vois Caïque, c'est un étalonneur de fou furieux quand même. Et on travaille chacun dans notre coin, souvent à Paris, voilà, et qu'il suffit de pas grand-chose pour fédérer tout ce petit monde, pour avoir une force de frappe qui reste ici. Mmh. Et il faut qu'on montre aux gens qu'il y a, enfin, faut qu'on vous en parle, quoi, qu'on montre tout ce. Faut qu'on en parle, mais le déclic, il ne viendra que des décisions politiques. On a un petit peu parlé de tes prochains projets, vu que c'est sur une série de contes macabres. Ouais. Est-ce que tu as sélectionné le prochain ou sur lequel tu vas En travailler? train de monter le dossier pour aller chercher des subventions. Ça s'appelle Apnée. Apnée? L'histoire d'une femme qui est en crise dans son couple avec son homme. On sent qu'il y a une question d'enfant, peut-être de deuil dans l'histoire. Et en fait, elle devient fascinée par l'élément eau. On se demande si elle va même pas essayer de se noyer. Et en fait, elle est sauvée par une murène irisée qu'elle recueille dans sa baignoire, puis dans une petite piscine pour enfants.
Mais cette murène meurt et en fait, elle attire beaucoup d'autres murènes et commence à elle-même essayer de se transformer en murène. Donc ça va devenir une sirène murène un peu étrange. OK. Bon, hâte de voir ça. Trop bien. Et ben, en tout cas, je te remercie, pour ton accueil, pour l'accueil au Motion Lab. Merci, d'avoir été le premier à à Merci à toi, participer avec plaisir. et puis, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter? Non, Non? non. OK. Je mettrai le lien vers le lien YouTube vers Écorché dans l'article pour que les gens puissent aller le voir. Ouais. Et pour la repo, par contre, ce sera au Festival de Clermont, du coup, la première Et ce sera diffusé quand même sur Arte, sur un spécial Clermont. OK. Donc en fait, dès le 6 février, sur Court Circuit, il sera diffusé avec le making-of. OK. Et ensuite sur la plateforme et le YouTube d'Arte, parce que maintenant ils ont un YouTube, OK. pendant 2 ans. Et c'est ainsi que se termine ce tout premier épisode de Présence. Sur le moment, comme c'est un premier épisode et que je ne suis pas encore bien habituée à l'exercice, je n'ai pas prévu de conclusion. Mais je vous promets que pour le prochain épisode, je ferai ça de façon un petit peu plus professionnelle. En tout cas, je remercie vivement Joachim Hérissé pour son accueil et pour le temps qu'il a consacré à cette interview. J'ai beaucoup apprécié nos échanges et je vous recommande vivement d'aller voir la repo sur court-circuit arte.tv. En attendant, je vous remercie vivement pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.